Un dénouement judiciaire très attendu pour la petite martyre de l'A10. Il y a 38 ans maintenant, cette petite fille avait été retrouvée morte sur l'autoroute dans le Loir-et-Cher. Son identité est longtemps restée un mystère. Il a fallu 30 ans pour que les enquêteurs parviennent à l'identifier. Elle s'appelait Inas. Elle avait 4 ans quand elle est morte et vraisemblablement suite au mauvais traitement que lui infligeaient ses parents. Ces derniers ont donc vécu 30 ans, une éternité avant d'être interpellés, placés en garde à vue et mis en examen. Aujourd'hui, nous sommes en 2025 et 7 ans après cette énorme avancée dans le dossier, aucune audience n'a encore été programmée. Ça fait donc 37 ans qu'Inas est morte. Comment expliquer que l'enquête ait pris tant de temps? Pourquoi ce dossier est-il considéré comme sensible? Et qu'est-ce que cela implique dans l'organisation d'un procès? Je suis Pauline Revenat, vous écoutez notre nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Elisa Fernandez, bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Arnaud Gallet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de l'association Move Enfants. Merci d'être avec nous. Et dans un instant, nous reviendrons avec vous sur les raisons pour lesquelles cette affaire met autant de temps à arriver devant un tribunal. Mais tout d'abord, un rappel des faits, Elisa. C'était en 1987 que le corps de cette petite fille a été retrouvé sur l'autoroute A10. Tout à fait, le 11 août 1987 précisément. Ce sont des agents d'entretien qui, pendant leur service, vont faire cette triste découverte en regardant en fait derrière une glissière de sécurité au niveau de la commune de Suèvre, dans le Loir-et-Cher, juste à côté d'une sortie de l'autoroute. Eh bien, ils trouvent le corps d'une fillette dissimulée sous une couverture. Ils vont appeler les autorités et c'est le point de départ d'une enquête qui va durer plusieurs dizaines d'années. Alors, à première vue, d'après les premières constatations, les enquêteurs estiment que cette petite fille, elle a entre 3 et 5 ans. Elle a des cheveux bruns bouclés, des yeux marrons et elle porte un t-shirt, un short ainsi qu'une robe de chambre. Et il y a un élément en particulier qui amène rapidement les enquêteurs à penser qu'il s'agit d'un meurtre. Oui, ce sont les multiples marques de violence qu'ils découvrent sur son corps. Entre autres, ils vont constater que cette petite fille, elle a été victime de coups, de brûlures, de morsures et il est établi qu'elle est décédée d'épuisement après de multiples maltraitances. Et d'emblée, ce qui va compliquer le travail des enquêteurs, c'est que personne n'a signalé la disparition de cette petite fille. Personne ne semble la chercher, personne ne la réclame. Compliqué donc de poser un nom sur la victime. La gendarmerie va donc ratisser assez large pour tenter de l'identifier. Elle va lancer des opérations de grande ampleur. Dès la rentrée scolaire, au total, il y aura 65 000 écoles qui vont être passées au crible par les enquêteurs. Ils vont chercher à savoir évidemment si un enfant manque à l'appel. Ils vont également se tourner vers les médecins scolaires, les assistantes maternelles. Un signalement va aussi être lancé dans plusieurs pays à ce moment-là. La photo de la petite fille va être placardée dans de nombreux lieux publics, toujours avec le même objectif, poser un nom sur cet enfant et mieux comprendre ce qui lui est arrivé. Et pourtant, les années passent et l'enquête stagne. Alors, au fil des années, le dossier va tout simplement devenir ce qu'on appelle un cold case. Oui, alors il y aura des tentatives pour relancer les investigations. Par exemple, en 2018, les gendarmes vont se servir des progrès techniques et scientifiques. En 2008, les gendarmes se servent des progrès pour donner un nouvel élan à l'enquête. Donc cette année-là, ils vont inscrire son ADN dans le FNAEG, le Fichier national des empreintes génétiques, et ils vont essayer de le comparer à d'autres ADN de ce fichier. À ce moment-là, en 2008, rien ne match. Ce sera le cas seulement 9 ans plus tard, en 2017. Un ADN match à ce moment-là et on parvient à remonter jusqu'au noyau familial de la petite fille. Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle l'ADN de parentèle. Oui, alors c'est une technique que les enquêteurs utilisent souvent maintenant lorsqu'ils ont un ADN qu'ils souhaitent identifier. En fait, ils vont chercher dans le FNAEG si ce profil génétique inconnu correspond à une partie d'un profil d'une personne qui, elle, est inscrite dans le fichier, soit parce qu'elle a commis un crime ou un délit. Et à ce moment-là, ça veut dire que s'il y a une correspondance, qu'il y a de fortes chances pour que l'ADN inconnu et l'ADN de la personne dans le fichier soient ceux de 2 personnes d'un même noyau familial. De là va après découler une enquête assez classique. On part de la personne connue dans le fichier.
remonter vers sa famille et puis on essaie d'identifier comme ça la victime. Dans ce dossier de la petite martyre de l'A10, c'est exactement ce qui s'est passé. Son frère était inscrit au FNAEG parce qu'il a été interpellé pour un vol quelques temps auparavant et en poussant les investigations dans ce sens, eh bien, les enquêteurs mettent un nom sur la victime. Il s'agit d'Inas Touloub qui est morte donc à l'âge de 4 ans. Et à partir de là, les enquêteurs vont remonter jusqu'à ses parents. Oui, parce que la question qui se pose dans ce dossier, c'est pourquoi ses parents ne l'ont jamais recherchée, pourquoi cette petite fille est passée sous les radars pendant si longtemps, pourquoi elle a disparu depuis plusieurs années des listes de l'administration. Et ses parents, ils vont être interpellés en juin 2018, ils vont être mis en examen pour meurtre sur mineur de moins de 15 ans, recel de cadavres et violence sur mineur. Pendant une conférence de presse, le procureur de Blois va un petit peu donner des éléments de contexte. Il va expliquer que cette petite fille, elle est née en 1983 au Maroc, qu'elle n'a jamais été scolarisée. Ses parents se sont installés à Puteaux en 1985, dans les Hauts-de-Seine. Il indique aussi qu'en garde à vue, le père de la fillette déclare que sa compagne était violente avec ses enfants et qu'un jour, il a retrouvé sa fille Inas sans vie en rentrant chez lui après le travail et que le lendemain, il a décidé de l'abandonner sur le bord de l'autoroute en partant vers le Maroc en voiture. Donc la mère de la victime va elle aussi évidemment être entendue et elle ne reconnaît pas réellement son implication dans la mort de sa fille. Alors donc 7 ans après, l'organisation d'un procès dans ce dossier est toujours en cours. Oui, et pour expliquer ce délai, le ministère de la Justice nous précise qu'il s'agit d'un procès classé comme sensible. Alors une audience peut être caractérisée de sensible pour plusieurs critères. Ça peut être par exemple quand un dossier est très fortement médiatisé. Ça peut être aussi quand on estime qu'un accusé peut être très dangereux. Il arrive aussi quand il y a un très grand nombre de parties civiles, que le procès se tienne dans une autre juridiction. Dans le cas de la petite martyre de l'A10, ça n'est pas le cas, étant donné que seules 9 parties civiles se sont constituées. Alors merci beaucoup Elisa pour ce récit. Arnaud Galèche, je rappelle que vous êtes le cofondateur de l'association Move Enfants et dans ce cadre, vous suivez évidemment ce dossier de très près. Merci d'être avec nous. Alors je vous voyais réagir visuellement, on vient de le dire, le ministère de la Justice, lui, il a classé cette audience comme sensible. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Non, on ne comprend pas. Je veux dire, on a eu dernièrement le procès Mazan, on a le procès Le Squarnec, on a plein d'autres procès. Et je vais vous dire le sujet. Le sujet, c'est que dans ce pays, finalement, ce qui est renvoyé, c'est que les parents ont droit de vie ou de mort sur leur enfant, en réalité. Il faut le dire de cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'Inas, en fait, n'a plus personne pour défendre ses intérêts directement. Donc ça veut dire qu'on la met en fait à l'oubli, peu importe. Aujourd'hui, ses parents peuvent mourir tranquillement. On voit bien, on peut se poser la question quand même. Vous imaginez quand même, pendant plus de 30 ans, elle n'avait aucune identité. Ils ont gardé ça. Alors, ce qui est important quand même de dire aussi, c'est qu'au Maroc, elle avait été effectivement élevée par sa grand-mère. Personne n'a donné l'alerte. Il y a des voisins qui ont cherché à donner l'alerte à un moment donné. Je crois qu'il y avait eu un appel à témoignage qui avait été fait, mais bon, pour différentes raisons, ça n'avait pas été pris en compte. Donc on voit bien, en fait, il y a dans ce dossier, en fait, déjà, c'est important de le souligner, et vraiment, nous, on y tient au niveau de Move Enfants, c'est qu'on a des professionnels de police-justice qui ont fait leur travail, juges d'instruction, gendarmes, enfin voilà, ça s'est bougé. Et puis, un village incroyable, c'est-à-dire que nous, on est en lien avec le village de Suèvre, la mairie, les adjoints, les élus, toutes les habitantes, les habitants ont adopté cette petite fille au point de faire de la sépulture d'Inas un espace public. C'est-à-dire pour éviter que les parents puissent même reprendre la sépulture, ils se sont dit, c'est une propriété de la commune. Et vous allez sur cette tombe, comme moi j'y ai été, c'est la plus belle tombe du village. Et donc il y a quelque chose finalement qui est beau, il y a un élan citoyen, et derrière on a un ministère de la Justice qui, une fois de plus, brille par son immobilisme. Et nous on ne comprend pas. Vous savez, l'argument qui est amené aujourd'hui par le ministère public, c'est ce qui est scandaleux, c'est de se dire qu'effectivement il y aurait un procès hors norme, soi-disant, parce qu'il y aurait beaucoup de journalistes qui seraient là. Donc trop cher à organiser, c'est quoi exactement ? Donc trop cher à organiser ? On ne sait pas en fait, on comprend pas l'argument. Enfin, je sais pas, vous allez avoir Marine Le Pen qui va être jugée prochainement. Il n'y a pas beaucoup de journalistes qui vont se présenter. Ça pose un problème d'organiser un procès pour Marine Le Pen. Bon, pourquoi on ne le fait pas pour Inas ? C'est une question. Inas qui a été martyrisée avec des marques de fer retrouvées, des violences inouïes, vous voyez. Et on se dit, donc peu importe. Et on a uniquement cet élan de solidarité. Je vous dis, le maire du village, dernièrement, avait encore les larmes aux yeux en disant, Inas, c'est une enfant du village. Et je pense que c'est une belle histoire. Des habitants peuvent être à la hauteur d'un enfant. Par contre, la justice est bien loin, malheureusement. Avec l'association Move Enfants, vous vous mobilisez énormément pour
pour que cette affaire passe devant la justice. En juillet, vous avez lancé une pétition pour demander à ce qu'un procès se tienne avant la fin de l'année. Il y a eu combien de signatures? Je crois 14 000, plus de 14 000 signatures. Ouais, on a près de 15 000 aujourd'hui, près de 15 000 signatures, et c'est vrai que les personnes ne comprennent pas. On a fait une action devant le tribunal de Blois, comme on le fait nous habituellement, en retraçant, en mettant une scène de crime, en disant simplement c'est un crime, en fait, ce qui s'est passé simplement dans ce pays. Et comment se fait-il qu'on laisse des parents en fait en liberté? Et vous savez, ce qui est quand même important, c'est de se dire que... C'est ça qu'il faut rappeler, c'est que les deux parents, ils sont où aujourd'hui? Ils sont en liberté, ils ont été un petit peu en détention provisoire, je le dis un petit peu parce que voilà, et aujourd'hui, il y a des questions de santé, etc. Donc très bien, donc ça veut dire que quand on agresse, quand on tue en France, ces enfants, bon, c'est pas un problème. Et vous savez, c'est important de dire pourquoi est-ce que le mouvement France se mobilise. On a dans ce pays un enfant qui meurt tous les 4-5 jours sur les coups de ses parents. Un enfant tous les... Mais quel message est renvoyé, si ce n'est, évidemment, vous pouvez continuer à taper sur vos enfants. Ce que vous dites, c'est qu'à travers ce procès, on pourrait en faire un procès pédagogique, un procès symbolique pour les violences intrafamiliales. Je pense qu'il faut même se dire pour toute la INAS. Moi, je pense que c'est le message qu'il faut renvoyer. Il faut se dire aussi qu'on peut s'unir, on peut avoir aussi de belles actions, on peut souligner tout le travail qui peut être fait par les enquêteurs, et on peut se dire, finalement, comprenons ce qui se passe au niveau de la justice aujourd'hui pour plus jamais que ça se passe de cette manière-là, et pour qu'on puisse aussi, à un moment donné, protéger les enfants. Enfin, je veux dire, un enfant tous les 4-5 jours, là, ça veut dire qu'on renvoie le message, allez-y, continuez, il n'y a pas de problème, vous pourrez vivre tranquillement, même, vous vous rendez compte quand même, pendant 30 ans, ils ont caché ce crime effroyable, 30 ans quand même. Et on a pu remonter à eux que grâce, si je puis dire, à la condamnation du frère, qui offre ainsi son ADN parental, et c'est comme ça qu'on remonte à lui. Mais sans la condamnation du frère, bien sûr, les parents n'auraient jamais été inquiétés. C'est surtout que la police, encore une fois, a fait son travail par rapport à l'ADN, ça a été rappelé à juste titre, donc ça veut dire que là on peut se dire souvent, il peut y avoir par moment des défauts, là c'est carré, donc ça a pu matcher au niveau de l'ADN, donc le nécessaire a été fait. Et même quand tout est aligné, il y a un problème, là on a un problème de salle en France en 2025 pour juger des parents qui ont commis un acte effroyable sur leur fille. Insupportable. Et là, avec cette pétition, vous demandiez aussi l'organisation d'un procès avant la fin de l'année. Est-ce que ça vous semble encore réalisable ou là, quel est votre sentiment par rapport à ça? Nous, ce qu'on souhaite, on exige un procès avant la fin de l'année. Après, si c'est début 2026, tant mieux. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que ça aille vite. C'est-à-dire qu'on arrête un peu de nous enfumer avec des histoires pas possibles et qu'on puisse, à un moment donné, pour Inas, je dirais, cet enfant de l'autoroute A10 qui n'a même pas eu d'identité pendant plus de 30 ans de sa vie et qui a été laissé dans un sac plastique, un vulgaire objet, je veux dire, sur l'autoroute, qu'on puisse se dire à un moment donné, un peu de décence, un peu de dignité, et qu'on lui rende sa dignité à cette petite, et qu'on vienne aussi saluer, encore une fois, tout cet élan de solidarité qu'il y a pu avoir, et racontons aussi cette belle histoire, en se disant, voilà, il peut y avoir de belles choses, et là, malheureusement, la justice nous fait honte, en fait, avec ce blocage. Vous savez, et c'est important de le dire, parce que nous, on a écrit jusqu'à l'Élysée, on a écrit jusqu'au conseiller de justice, on a eu une réponse en disant, oui, au final, c'est retour à l'envoyeur, il faut revoir avec le procureur de la République. Nous, on se dit à un moment donné, si c'est un problème de salle, c'est pas un problème d'indépendance de la justice. Donc c'est un problème de moyens matériels. Si c'est un problème de moyens matériels, donc c'est le ministère de la Justice. On n'a pas besoin d'avoir une ingérence dans les affaires judiciaires. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a aucune réponse. On est en lien avec la délégation interministérielle d'aide aux victimes qui confirme les arguments qui ont été amenés par le parquet, à savoir que la salle serait trop petite pour les journalistes. Enfin, je sais pas, à faire le Square Neck, il y a une salle qui a été mise à disposition pour les journalistes. Bien sûr. Donc il n'y a pas de sujet en fait par rapport à ça. Simplement, je vous le dis, Inas est toute seule. Elle a peut-être un village qui s'est uni autour d'elle, mais elle n'a pas de personne de sa famille pour s'unir et pour défendre ses intérêts. Donc on la laisse en fait dans sa tombe et on se dit voilà, ça nous suffit d'avoir une tombe, je le dis pour les personnes qui nous écoutent, avec une petite couronne de princesse, parce que je pense que c'est comme ça en fait qu'elle a été adoptée dans cette commune, et je pense que c'est important de le dire. Il faut que la justice soit à la hauteur d'Inas. Alors à la hauteur d'Inas, il y a cette mobilisation citoyenne, vous en avez parlé, mais est-ce que pour mettre la pression, en tout cas continuer le combat, est-ce que vous prévoyez d'autres actions en plus que la pétition? Alors on a eu le maire, plus différents adjoints qui étaient présents. On va organiser une marche mi-octobre. On est en train de convenir de la date et on va faire un appel à manifestation. Il faut que les personnes viennent. Ça se passe pas très loin de Blois. Moi j'invite toutes les personnes quand on donnera la date, vraisemblablement autour du 18 octobre. N'hésitez pas à prendre vos voitures, c'est pas loin. Au moins pour Inas, pour toute cette histoire en fait qu'elle a racontée, il va y avoir toute une marche qui va être faite d'une demi-heure où on se dit qu'il faut absolument qu'on arrive aussi à montrer qu'au bout d'un moment il faut qu'il y ait une vraie culture de la protection des enfants et qu'on rende hommage et fémage pour les enfants qui sont malheureusement qui meurent sous les coups de leurs parents. Et vous l'avez dit, la commune de Suèvre l'a un peu adoptée comme une enfant du village. Au-delà de ça, il y a eu aussi une mobilisation, j'imagine, au-delà du village. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer que cette histoire touche autant ?
Tout simplement parce que c'est l'incompréhension, parce que l'incompréhension aujourd'hui de se dire que pendant 30 ans, déjà, l'affaire de se dire on retrouve la démarche de laisser sur l'autoroute, au bord de l'autoroute, de sortir, et ce qu'on dit pas en plus, c'est qu'il y a une personne qui était en face, qui a vu le sac plastique sortir, donc lui savait pas, il a témoigné par la suite, donc il n'a pas relevé la plaque, etc. C'était un peu compliqué, parce que les parents donc partaient vers le Maroc, pour dire les choses de manière très claire, donc c'était un acte prémédité quand même, donc déjà forcément ça suscite quand même beaucoup d'émotions. Pendant 30 ans, on se demande mais qu'est-ce qui s'est passé, il y a une action qui est faite au niveau de l'ensemble d'un village, on arrive à retrouver les parents 30 ans après, et aujourd'hui il se passe rien, enfin je veux dire, il faut même pas être activiste, militant, il faut juste être citoyen, citoyenne, et se dire vraiment dans ce pays, quel est le problème en fait avec les enfants? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que les enfants sont considérés comme des objets? Ou est-ce que les enfants ont des droits? Je pense que c'est le sujet en fait qui est porté, et je pense que c'est là-dessus que c'est important de se mobiliser. Et si jamais le procès est organisé, est-ce que selon vous, il faut attendre quelque chose de la parole des parents d'Inas? Est-ce que la responsabilité n'est pas clairement établie? Oui, c'est un drame intrafamilial. Le père dit que sa compagne était violente. La compagne nie la responsabilité. Est-ce que vous pensez qu'ils sont en capacité d'expliciter quoi que ce soit devant une cour? Oui, moi je pense que c'est à la justice de toute façon de faire la lumière sur ce qui se passe. C'est important. Après, on sait bien, la justice doit être en capacité de caractériser tous les éléments qu'elle a. Mais on voit bien quand même dans cette affaire, je le disais tout à l'heure, vous avez un travail remarquable qui a été fait par les enquêteurs. Pendant plus de 30 ans, il y a quand même quelque chose qui est aussi affligeant et qui est à charge, à mon sens, pour les parents. Quand pendant plus de 30 ans, ils ne donnent même pas l'alerte. Même si le père va dire, oui, mais mon ex-femme était violente. Enfin, d'accord, c'est lui, a fortiori, qui a déposé le sac sur l'autoroute. Enfin, il faut quand même admettre que c'est quand même une action un peu particulière de déposer un sac. Oui, bien sûr. Donc, moi, je pense que tous les éléments, et puis après, effectivement, quelle peine, etc., ça c'est encore autre chose. Nous, ce qu'on souhaite, au moins, c'est qu'il y ait ce procès qui se passe, c'est de se dire, au bout d'un moment, que cette petite Inas, elle mérite au moins ça, après les supplices qu'elle a vécus, et qu'on arrête un peu de nous faire miroiter quelque chose où on ne sait pas trop, et puis avec des excuses. Enfin, sincèrement, c'est magique quand même de se dire... Ça mérite un peu plus d'explications, c'est ce que vous dites. Bien sûr, quand même. C'est ubuesque. Merci beaucoup Arnaud Gallet, merci beaucoup Elisa pour votre éclairage et votre participation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur bfmtv.com et les plateformes de streaming. Nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles enquêtes dans Affaires suivantes, le podcast inédit.